Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Nicole. Cette émission est diffusée en direct ce lundi 7 janvier 2008, de 18h à 21h, en différé mardi 8 janvier 2008, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net. Merci Nicole et bonsoir chers auditeurs qui nous écoutez en direct. Bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin et bonne nuit à ceux qui nous écouteront cette nuit à partir de 2h du matin. Je souhaite joyeux Noël aux auditeurs orthodoxes puisque c'est aujourd'hui 7 janvier le Noël des orthodoxes. Comme Yolande, notre chère secrétaire, me l'a dit en partant rejoindre ses enfants qui sont orthodoxes et qui donc fêtent Noël aujourd'hui. Puisque vous savez que, chers auditeurs, vous savez tous que les orthodoxes sont restés fidèles au calendrier julien et ne sont jamais passés au calendrier grégorien. Et donc ils sont décalés, ils n'ont pas d'année bissextile, je crois que c'est l'essentielle différence, la différence essentielle. Et donc ils ont Noël aujourd'hui, le 7 janvier. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'initiative du président russe Poutine, car je lis dans le Parisien du 6 janvier qu'il a déboursé 700 000 € pour le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Car il y a à Sainte-Geneviève-des-Bois un cimetière historique qui a recueilli les dépouilles des Russes blancs de l'émigration. Et malheureusement, un certain nombre de ces Russes blancs sont morts sans descendants, ou bien leurs descendants égoïstes n'ont pas pensé à leurs ancêtres. Toujours est-il qu'un certain nombre de tombes sont en triste état, et que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois trouvait un petit peu abusif de devoir les entretenir à ses frais. Et donc, elle s'est adressée au ministère des Affaires étrangères soviétique, ou à l'ambassade, russe, pas soviétique, oui. Russe. Pardonnez-moi. Incontestable. Rassurez-nous. Pardonnez-moi. Et Vladimir Poutine a décidé, en tout cas son gouvernement a décidé de donner une subvention de 700 000 € pour le cimetière russe français. Je trouve que c'est quand même un acte fort sympathique qui témoigne peut-être, nous avions parlé de la Russie avec le professeur François-Georges Dreyfus que j'accueille à l'instant dans le studio, dans une autre émission. Je crois que ça témoigne quand même d'une évolution plutôt positive. Alors, nous allons justement parler d'histoire, puisque nous allons discuter de l'armistice de 1940, un sujet toujours recommencé dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, après la chronique du grand large de Patrick Simon, qui nous présentera ses vœux pour 2008, ses vœux pour nous et pour la France, nous nous poserons la question, faut-il supprimer les grandes écoles ? Je rassure les auditeurs, je ne suis pas sûr que beaucoup de mes invités concluent qu'il faille les supprimer. En tout cas, ce n'est pas ma position. Mais pour l'instant, donc, nous en sommes à l'histoire. Alors nous avons invité pour cette émission sur l'armistice de 1940, François-Georges Dreyfus, qui est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, qui faisait d'ailleurs une émission lui-même hier, avec monsieur de Kervasdoué, que je l'ai écouté avec passion, sur les abus de l'invocation écologique. Tout à fait. Voilà. Et qui a écrit sur Vichy, qui a écrit sur la résistance. Pas Kervasdoué et Dreyfus. Oui, décidément. Le colonel Louis-Christian Michelet, qui est docteur en histoire et qui, je pense, appartient lui aussi, comme le général Le Groignec, à l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain. Non, il n'en fait pas partie. Bon. Bien.
Et puis Philippe Conrad, qui est responsable d'émission à Radio Courtoisie dans le livre journal des historiens, et qui a écrit un pétain. Il a écrit un pétain il y a quelques années. Est-ce qu'il est encore disponible dans les... Il vient d'être réédité, oui, aux éditions Chroniques. Édition Chronique, donc le livre s'appelle Pétain, donc si vous voulez tout savoir sur Pétain en 200 pages, mais il faut acheter le Pétain de Philippe Conrad. Alors, je vais commencer peut-être par donner à mes invités. J'ai cité Dominique Paoli, non. Pas encore Dominique Paoli. Alors, Dominique Paoli, j'aurais dû commencer par là, par vous, cher Dominique. Donc, Dominique Paoli, historienne en particulier du 19e siècle, mais qui s'intéresse aussi... et à Végan en particulier. À Végan, qui a écrit sur Végan, et qui a beaucoup creusé le sujet végan, je crois. Hein. Oui, c'est surtout la partie initiale, disons, de sa naissance, le mystère de sa naissance, qui a eu son rôle par la suite. Alors, comme végan est pour quelque chose dans l'armistice, je pense que vous êtes particulièrement qualifié pour donner votre point de vue sur le sujet. Alors, je pars d'une controverse, toujours renouvelée, qui intéresse beaucoup les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est celle de la légitimité de l'armistice. Qui a opposé ceux qu'on a appelés schématiquement les pétainistes et les gaullistes depuis toujours. Alors, la controverse a été relancée récemment, même à l'antenne de Radio Courtoisie, par un livre de Jacques Bourdu, préfacé par le général Gallois. Et dans son émission du mercredi, le général Gallois a reçu Jacques Bourdu sur son livre « L'armistice de 1940, histoire d'une faute tragique, d'une guerre mal conduite à une soumission déshonorante ». Donc, c'est la thèse gaulliste que l'on trouve dans ce livre, où Jacques Bourdu explique que l'armistice a été déshonorant, enfin il affirme qu'il a été déshonorant, il dit que nous avons été les seuls à le signer parmi toutes les nations vaincues en 1940 par Hitler, et il met en cause la manière dont le maréchal Pétain, le 17 juin 1940, a déclaré avec trop de précipitation « Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat ». Voilà. Alors son livre comporte une analyse historique des circonstances de la guerre, mais aussi une charge terrible contre le maréchal Pétain et contre ceux qui ont signé l'armistice. Oui, je voulais simplement ajouter que dans son émission suivante, le général Gallois est revenu et a donné son propre sentiment là-dessus. Je le précise parce qu'il y a eu donc 2 émissions finalement coup sur coup. Oui, alors cela dit, bon, il ne s'agit pas dans une émission comme la mienne de donner la réplique à une autre émission, pas du tout. Mais en revanche, c'est vrai que ce livre de Jacques Bourdu est intéressant. Je n'ai pas souhaité inviter Jacques Bourdu parce que j'ai préféré, disons, comme il avait été invité, il avait pu donner son point de vue pendant une heure, j'ai préféré donner la parole, si je puis dire, à la défense, ça me paraît logique. Peut-être faudra-t-il un jour organiser une confrontation, mais je souhaite quand même que ceux qui pensent que l'armistice était légitime dans les circonstances de l'époque, en 1940, puissent avoir la parole. Alors, à 18h30, nous devons avoir au téléphone le général Le Groignec, qui ne sort pas beaucoup de chez lui, même pas du tout parce qu'il est âgé et sa santé n'est pas en bon état. Et il présidait jusqu'à une date récente l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, l'ADMP, dont il est devenu il y a quelques jours le président d'honneur. Et dans la lettre qu'il a adressée aux membres de l'ADMP, j'en suis pas membre mais on me l'a communiqué, il dit notamment ceci. Chers amis, c'est le général Le Groignec qui parle. Au cours de l'année écoulée, les lobbies, maîtres de puissants médias, ont poursuivi la diffusion de leurs arguments diffamatoires contre la mémoire du maréchal Pétain. Leurs propos ont essentiellement porté sur 2 accusations d'une rare bassesse, selon lesquelles la France, sous le gouvernement du maréchal, aurait capitulé en 1940, livrant le pays à la servitude, puis participer intentionnellement au crime contre l'humanité que fut le génocide des Juifs d'Europe perpétré par le Reich nazi. Il est hors de propos de reprendre en quelques lignes les arguments développés dans la réplique au diffamateur de la France, publiée en 2006 aux Nouvelles Éditions Latines, etc. Mais il importe de souligner que cette accusation de complicité est fausse et scandaleuse. Voilà. Alors, je pense que je vais d'abord demander au professeur Dreyfus, qui a écrit des livres de référence sur le sujet, de nous donner son sentiment sur ce sujet plus précis qui est l'armistice. Alors, l'armistice en 1940... La France était vaincue militairement. Est-ce qu'il fallait signer l'armistice ? Alors, 1940, c'est une défaite dramatique de l'armée française. Due à beaucoup de choses. Il y a une responsabilité des politiques
il y a une responsabilité des militaires, et il y a aussi une responsabilité de nos amis britanniques. Tout ceci nous entraînerait très loin, et nous allons nous placer simplement à la situation telle qu'elle se présente le 17 juin 1940, lorsque le maréchal Pétain explique au peuple français avec une formule qui, c'est vrai, n'est pas très heureuse. Je pense qu'il faut cesser le combat, a eu comme conséquence, c'est que pour beaucoup d'officiers, de sous-officiers et de soldats, bon, la guerre était finie. Ce qui n'était pas le cas, puisqu'elle va durer jusqu'au 25 juin. Le 17 juin, l'armée allemande, ne l'oublions pas, a traversé la Loire. Elle marche sur Poitiers, elle marche sur Lyon, et de l'autre côté, les armées françaises de l'Est sont encerclées et dans une situation extrêmement difficile. Les négociations sur l'armistice vont se poursuivre du 17 au 23 juin. Il y a un armistice avec l'Allemagne, mais il ne sera valable que lorsqu'il y aura eu un armistice avec l'Italie. Une Italie qui nous a déclaré la guerre le 10 juin, dont l'armée ne s'est pas couverte de gloire, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque face à quelques rares divisions françaises, il y a une série de défaites italiennes, et par conséquent, l'armistice avec l'Italie a comme simple conséquence de faire poursuivre la guerre jusqu'au 25 juin 1940. Cette situation fait qu'au 25 juin 1940, où est l'armée française? Car c'est ça le problème. Même le 17 juin, où est l'armée française? Disons-le, malheureusement, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Il reste 400 avions. Il reste la flotte. Ça, c'est incontestable. Et puis l'armée de terre, avec quelques divisions qui se battent héroïquement, et beaucoup d'autres divisions qui sont tombées dans une situation de délabrement absolument invraisemblable. Et ce qui fait que cet armistice, je le dis très clairement, était nécessaire. Il était nécessaire pour deux raisons. Poursuivre la guerre, c'était faire quoi? C'était transférer des troupes en Afrique du Nord. Mais quelles troupes? On aurait peut-être pu y penser après la défaite de Dunkerque, car c'est une défaite, même si on a pu évacuer beaucoup d'hommes, on a laissé tout le matériel, c'est une terrible défaite que Dunkerque, et à partir de ce moment-là, on pouvait penser qu'il faudrait peut-être continuer la guerre en Afrique du Nord. Ça, c'était possible. C'est peut-être possible. On ne l'a pas fait. On a pensé à un réduit breton, ce qui était évidemment assez aberrant. N'insistons pas. Le résultat, en tout cas, c'est que n'ayant plus d'armée française, qu'allait-il se passer? Il ne faut pas oublier qu'entre le 15 juin et le 23 juin, la division Rommel est allée de Cherbourg quasiment à Bordeaux. Que la division Guderian, ce sont des Panzerdivisionen, bien, se trouve à la frontière suisse, dans des situations telles que l'état-major, l'OKW, l'Oberkommando der Wehrmacht, quand il reçoit un lieu indiqué par Guderian, est convaincu que Guderian se trompe. Il le croit encore dans la Haute-Marne, et en fait, il est à la frontière suisse, dans le département du Jura. C'est dire quelle est la situation. Il faut voir le problème de cette manière. Alors, en Afrique du Nord, continuer la guerre après le 17 juin, c'était faire quoi? C'était disposer de la flotte, c'est incontestable. C'était disposer de quelques avions en nombre insuffisant. Et il ne faudrait pas oublier que le 17-18 juin 1940, s'il y a De Gaulle, il y a aussi Noguès. Le général Noguès est à ce moment-là réticent devant un armistice. Mais, demande-t-il, il me faut d'urgence 6 divisions. Pourquoi? Parce qu'il est conscient d'une chose dont sont conscientes aussi et Guderian, et von Manstein, et Rommel, eh bien, c'est que en peu de jours, on atteint le détroit de Gibraltar, on vient de traverser la France, on va traverser l'Espagne sans problème, puisque l'Espagne est quasiment l'allié du Reich. Il ne faut pas oublier que le 16 juin 1940, donc avant le 17,
peut-être d'ailleurs, étant donné les relations que le maréchal a avec l'ambassadeur d'Espagne en France, qui est M. de l'Equerica, alors qu'il a été lui-même ambassadeur de France en Espagne pendant 2 ans, 18 mois. Il est peut-être déjà au courant de ce fait que l'on ignore ou que l'on ne veut pas, ou que l'on veut ignorer. Le général Franco a envoyé au chancelier Hitler, un de ses collaborateurs immédiats, qui est un officier général, pour dire que l'Espagne était prête à s'associer au Reich dans la guerre contre la France, à condition, c'est vrai aussi, de recevoir le Maroc et le département d'Oran. C'était clair. Et on peut se demander ce qui serait passé si Hitler avait suivi dès ce moment-là. Il le regrettera puisqu'il va essayer de tenter, vous en souvenez, il va tenter en octobre 1940, avant Montoire, d'obtenir de Franco qu'il entre en guerre. Et pendant tout l'automne 1940, il envoie l'amiral Canaris essayer de convaincre les Espagnols d'entrer en guerre contre lui, avec lui, contre les Anglais. Ils sont seuls d'ailleurs. Car si l'Espagne, en le juin 40, était entrée en guerre contre la France et l'Angleterre, mais on peut penser qu'en 3 semaines à peu près, les blindés allemands seraient arrivés au large du Maroc, qu'il n'aurait pas été très difficile de les transporter du Maroc, de l'Espagne vers le Maroc espagnol d'abord, et la France et le Maroc français ensuite. C'était la fin, ce qu'a parfaitement compris un abominable partisan du maréchal Pétain, je veux dire M. Winston Churchill, qui expliquera en 1942 au général Georges, s'il n'y avait pas eu l'armistice, nous perdions la guerre. Oui, alors ce qu'on peut reprocher aux historiens amateurs, peut-être, c'est de ne pas se replacer, comme vient de le faire François-Georges Dreyfus, dans les circonstances de l'époque, parce qu'ils écrivent l'histoire en sachant ce qui s'est passé après. Bien sûr. Oui, Oui, pardon, excusez-moi, Damien. Non, mais je vous en prie. Oui, je crois que le professeur Dreyfus a fait un tableau tout à fait significatif de l'état de la situation militaire en 1940. Les choses avaient très mal commencé, donc, dès la campagne du Nord. À Dunkerque, effectivement, on remarque à peu près 70 000 Français, mais il y en a près de 2 millions qui ont été faits prisonniers dans le Nord. Weygand a fait ce qu'il a pu sur le front de l'Aisne et de la Somme, et incontestablement sur le plan militaire, les choses sont entendues quand on arrive au 17 juin, la fameuse date que nous évoquions tout à l'heure. Il y a un élément, je crois, qu'il faut rappeler aussi, c'est le fait qu'à cette date, il y a près de 9 millions de Français qui sont sur les routes. La France est affectée par un exode de très grande ampleur, de gens qui ont quitté leur domicile, Ma qui mère sont en a parlé assez. partis un petit peu à l'aventure vers des régions dont on pensait de manière très illusoire qu'elles ne seraient pas occupées, qui ne savent pas du tout dans quel état va être leur maison quand ils vont rentrer. Et il est tout à fait clair que quand le maréchal Pétain annonce l'ouverture de négociations, c'est pas le cas de tout le monde certainement, mais la grande majorité des Français, eh bien, ils poussent un soupir de soulagement, étant donné ce que sont les conditions du moment. Vous me permettez d'ajouter simplement ceci, c'est que dans la note de rapport du préfet de l'Hérault au ministre de l'Intérieur, en début de juillet 1940, il se plaint de ce que maintenant que la guerre est finie, tout le monde va danser et se désintéresse totalement du sort de la France. Dominique Paoli. Oui, alors, je voulais vous poser une question, professeur. Parce que vous venez de parler de la position de Franco. Mais dans les conditions que donne Franco, que demande Franco, pour laisser passer, pour se joindre à la guerre, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de façon de se tirer d'affaire en donnant des conditions beaucoup trop fortes dont il sait pertinemment que Hitler ne les acceptera pas, et donc ça va lui permettre de dire, bon, ben, vous voulez pas me donner ça, vous ne passez pas. C'est certainement ce qui va se passer en octobre. À Hendaye, oui. Mais en juin 1940, la France est dans un état tel qu'après tout, Hitler peut se dire, je liquide la France, je liquide l'Afrique du Nord et je m'allie avec l'Espagne. Bien sûr, Car il ne peut faut se pas le dire, oublier mais... que la vision hitlérienne des nouvelles frontières de la France, ce sont les frontières de la France avant le traité de 1559, le traité de Cateau-Cambrésis. Cateau-Cambrésis, merci. Et on veut revenir à la frontière sur la Meuse, c'est-à-dire enlever l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, etc., etc. C'est ça, la vision d'Hitler, et on la retrouve dans la délimitation de la zone nord. Le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à Bruxelles. Alors, colonel Louis-Christian Michelet, donc vous êtes historien, vous êtes docteur en histoire.
Vous avez beaucoup étudié la question de l'armistice. Est-ce que vous pensez que cet armistice était illégitime? Il n'était certainement pas illégitime, il était inévitable. Alors, si vous le permettez, j'envisage de parler un tout petit peu plus tard de l'état de nos forces en Afrique du Nord et de démontrer que si d'aventure on n'avait pas signé l'armistice, quelles qu'en soient les raisons, ça peut être autre chose que le refus du gouvernement Pétain, si on n'avait pas signé l'armistice et si on avait essayé de se défendre en Afrique du Nord avec les forces qui nous restaient dans ces endroits-là, on aurait récolté une défaite encore plus sanglante, encore plus dramatique, encore plus irrémédiable. Mais vous me permettez de vous interrompre une seconde, mon colonel. Non seulement nous, mais les Anglais, les Britanniques. Sans aucun doute. Je suis d'accord avec vous, professeur. Alors, pour respecter l'ordre logique, qui est également l'ordre chronologique, je vais, si vous le permettez, dire quelques mots sur le lien qu'il y a entre l'armistice et le contexte stratégique. Nous sommes le 10 juin 1940. L'Italie vient de déclarer la guerre à la Grande-Bretagne et à la France, ce qui veut dire ouverture d'un nouveau théâtre d'opérations potentielles, la Méditerranée plus l'Afrique. Et c'est dans ce nouveau contexte que Hitler se replonge une fois plus dans son analyse de la situation stratégique. Et il lui apparaît très nettement, à ce moment-là, que la France vient de subir une défaite militairement irrémédiable, j'y souscris pleinement, et qu'il lui reste l'Angleterre, mais il ne veut pas écraser l'Angleterre. Il adore les Anglais, il aime l'Angleterre, il a une admiration sans borne pour l'Angleterre, il veut un traité d'alliance et d'amitié avec les Anglais et il mettra le paquet pour l'obtenir. Il va obliger l'Angleterre à devenir son ami. Comment va-t-il faire? Eh bien, du point de vue purement stratégique, il existe trois solutions. Une stratégie directe qui consiste à traverser la Manche après avoir engagé la bataille aérienne en vue d'obtenir la supériorité aérienne absolue dans le ciel des îles britanniques. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est une option indirecte passée par l'Espagne. Tout en étant d'accord avec ce qu'a dit précédemment le professeur Dreyfus, je crois que cette solution était beaucoup moins possible qu'il ne l'a laissé entendre, parce que d'une part, Franco était décidé à aller très loin dans l'absurdité en réclamant des contreparties toujours plus énormes, toujours plus prohibitives à son entrée en guerre. Bien entendu, ça n'était pas le son de cloche qu'avait apporté le général Vigo directement à Hitler. Mais par la suite, ça va intervenir notamment au cours des pourparlers d'Hendaye du 23 septembre 1940. 23 octobre. 23 octobre, merci professeur. 23 octobre 1940, la veille de Montoire. Alors, la troisième option, c'est l'option par la Tripolitaine, direction Le Caire, Suez, Bassora. Ça n'est pas du tout une chimère, parce que c'est exactement ce que l'on commencera à faire le 14 février 1941. Ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est simplement quelque chose pour lequel Hitler s'est décidé beaucoup trop tard. De toute façon, Hitler a fait beaucoup de choses très judicieuses, mais il les a faites toujours trop tard. Alors, cette option consistait bien entendu, il fallait dès le premier jour prendre Malte. C'était l'affaire de 2 bataillons de parachutistes et d'une demi-journée, car Malte n'était pas défendue, Malte avait été rayée par la RAF des places à défendre, ou possible, dont la défense était possible et envisageable. Alors, de là, on débarquait les troupes allemandes à Tripoli, 6 mois plus tôt qu'on ne l'a fait dans la réalité, et on envoyait là Rommel ou un général tout aussi dynamique, et il y en avait, et au lieu de lui donner 2 divisions, on lui en donnait 6 divisions, blindées ou mécaniques. Et puis, on lui fixait des objectifs que Rommel était d'ailleurs parfaitement capable de se fixer à lui-même, et qu'on ne vienne pas nous dire que la Chambre des communes britannique aurait résisté à la prise du canal de Suez et à une menace directe sur les pétroles d'Irak. Ils n'avaient pas suffisamment envie de continuer la guerre pour ne pas être fortement tentés de l'abandonner à ce moment-là. Alors, voilà donc les 3 options. Une seule de ces 3 options
est liée à la notion d'armistice. C'est la première. Hitler s'est fait le raisonnement suivant. Pour attaquer l'Angleterre, il faut que je rameute et que je réoriente tout mon dispositif aéroterrestre en direction des îles britanniques. Pour cela, j'ai besoin d'avoir une paix absolue sur mes arrières. Pour cela, j'ai besoin d'un armistice avec la France. Et pour que la France l'accepte, je connais les Français, ils sont capables de me refuser, il faut que je fasse des conditions particulièrement irréfusables, si le mot existe en français, je ne suis pas sûr. Et il a même écrit, il faut donner aux Français des conditions qu'ils ne puissent absolument pas refuser. Et pour cette raison, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que l'armistice n'est pas venu en une seule fois. Le 15 juin, à son PC de l'OKV, dans les Ardennes belges, Hitler convoque le lieutenant-colonel Böhme et lui prescrit de faire un projet de convention d'armistice avec la France. Le colonel Böhme était l'expert politique de l'OKV. Et là-dessus, Böhme fait un projet hyper classique, reddition de la totalité de l'armement, plus l'aviation, plus la flotte, occupation de la totalité du territoire, etc., etc. Là-dessus, il remet son projet à Hitler le 16 juin, le 17, au matin, tôt dans la matinée, Hitler est saisi de la demande du maréchal Pétain de connaître les conditions d'un éventuel armistice. Demande transmise à l'Allemagne par l'intermédiaire de M. de Lequerica et à l'Italie par l'intermédiaire du nonce du pape. Hitler se dit, bon, ça commence à entrer dans mes vues, et il reconvoque le colonel Böhme avec le général Keitel et le général Jodl. Et il leur dit ceci, il leur dicte ses volontés. Toute cette histoire que vous m'avez faite, c'est tout à fait hors du sujet. Qu'est-ce que je veux? Je veux un armistice qui ne puisse pas être refusé par les Français. Par conséquent, on va leur dire rien sur votre empire, rien sur votre flotte, une occupation partielle du territoire et surtout un gouvernement indépendant disposant des 2/5 du territoire métropolitain. Donc des conditions extrêmement favorables. Des conditions volontairement séduisantes et qu'on ne pouvait pas, théoriquement pas refuser sans commettre une grave invraisemblance. Là-dessus, le colonel Böhme se remet en chantier et Hitler dit c'est très joli, mais il faut nous entendre avec les Italiens parce qu'il va falloir également un armistice franco-italien. Donc il s'agit d'accorder les violons. Demandez donc au Duce s'il ne peut pas venir me voir à Munich le 18 juin. Les entretiens du 18 juin ont été notés par l'interprète Paul Schmidt, qui était un très haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères allemand. Et il y a également une version de Mussolini lui-même. Qu'est-ce que Hitler a pu dire à Mussolini? Il lui a dit, Duce, la France est fichue, mais moi je vise l'Angleterre. Toutes ces histoires avec la France, on les verra un peu plus tard, au moment du traité de paix ou même avant, mais en tout cas pas avant que j'ai obtenu de l'Angleterre ce que je veux obtenir. Alors ce que je vous demande à vous, Duce, c'est de mettre une sourdine chez vous, dans votre presse, dans vos milieux, etc. Pas un mot sur Nice, la Savoie, la Corse, la Tunisie, Djibouti, etc., tout au moins pendant les 6 semaines ou 2 mois qu'il me faut pour ramener l'Angleterre à la raison. Mais bien entendu, tout ceci n'est que provisoire, et il va sans dire, Duce, que immédiatement après, nous pourrons nous pencher utilement sur vos légitimes revendications territoriales. Alors ma première conclusion, c'est que, 1.
l'armistice était lié à la conception stratégique de Hitler, qui a choisi la stratégie directe, c'est-à-dire la plus mauvaise des trois. La plus mauvaise des trois. Et une bonne preuve de ça, c'est qu'il s'est planté. Oui, mais c'est plus facile de le dire après. C'est beaucoup plus facile de le dire après, mais il y a certains indices qui auraient pu le mettre sur la voie quand même. C'est que les Américains ont mis 4 ans, pour posséder ce qui est nécessaire pour les opérations amphibies de vive force, c'est-à-dire le savoir-faire, plus le matériel spécialisé, les ports artificiels, les pipelines flottants, etc., etc. Mon colonel, je voudrais donner la parole aux auditeurs, c'est-à-dire à Nicole. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, et nous recevons Philippe Conrad, François-Georges Dreyfus, Louis-Christian Michelet et Dominique Paoli. Alors, excusez-moi, mais je crois que nous avons au téléphone... vous lirez les messages plus tard, Nicole, parce que je crois que nous avons au téléphone maintenant le général Le Guenec. Mon général ? Oui, bonjour Président. Bonjour mon général. Bonsoir plutôt. Oui. Alors, vous êtes ancien commandant de la défense aérienne, historien. J'ai lu tout à l'heure le début de vos vœux de président de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain. J'ai cité votre ouvrage Réplique aux diffamateurs de la France, publié en 2006 aux Nouvelles Éditions Latines. Et j'ai même indiqué, parce que vous me l'aviez dit au téléphone, que vous n'êtes plus président, vous êtes maintenant président d'honneur de l'ADMP, c'est bien cela? Oui, on a bien voulu m'accorder ce titre. Voilà. Qui est assez classique. Alors, nous sommes partis dans notre discussion. C'était créé, comme vous le savez, par le général Weygand et le général Hering en 1951, c'est-à-dire après la mort du maréchal. Alors, nous avons autour de cette table, nous recevons Nicole et moi, le colonel Louis-Christian Michelet, que vous connaissez bien, je crois, le professeur François-Georges Dreyfus, Philippe Conrad et Dominique Paoli. Oui, j'ai suivi leurs interventions. Voilà. Alors, je vous pose la question. Nous sommes partis du livre de Jacques Bourdu, préfacé par Pierre Gallois. Et dans sa préface, le général Gallois reprend la thèse qu'on peut appeler de grande orthodoxie gaulliste de Jacques Bourdu, oui. À savoir que l'armistice de 1940 aurait été une faute tragique. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui, le colonel Michelet vient de faire une synthèse, malheureusement trop courte, compte tenu, c'est une synthèse remarquable que je connais par sa concision et la précision de la stratégie qui faisait d'Hitler en 1940 et qui conduisait Hitler à commettre, selon Göring et le haut commandement de la Wehrmacht, sa plus grande faute, nous accorder un armistice. À mon tour, je souhaite évoquer, mais brièvement, vu le temps qui nous est imparti et qui est très limité, non pas la politique d'Hitler, mais la stratégie qui fut celle de Pétain, en demandant et en obtenant un armistice, c'est-à-dire une suspension des hostilités, et non une capitulation. Dans sa directive numéro 4 du 20 décembre 1917, Pétain avait arrêté la stratégie expectante qui fut la sienne en 1917 et 1918 et qu'il applique en juin 40. Il écrit en 1917, il avait écrit en 1917, l'entente ne recouvrera la supériorité en effectifs combattants qu'au moment où l'armée américaine sera capable de mettre en ligne un certain nombre de grandes unités. Jusque-là, nous devons, sous peine d'une usure immédiate, conserver une attitude expectante avec l'idée bien arrêtée de reprendre, aussitôt que nous le pourrons, l'offensive qui seule nous donnera la victoire. C'est l'époque où il déclare à main levée « J'attends les Américains et les chars ». Il adopte la même attitude en juin 40. Vu le temps, je répète les limités qui nous est partis, je citerai parmi 50 autres manifestations de cette stratégie, 4 ou 5 points. Mais je le ferai le plus rapidement possible parce que vous avez des invités de qualité et je ne voudrais pas les priver de leur temps. Oui, la première intervention immédiate qui se produit le 16 juin 1940, le maréchal Pétain dit à Albert Rivaux, qui en fait part ensuite dans une lettre à André-Sergent Guiton, une lettre dont d'ailleurs le professeur Dreyfus a la copie et peut-être même l'original,
il fait connaître que les Américains gagneront la guerre. Il déclare les Américains gagneront la guerre, mais pas tout de suite. Il faut donc attendre. Alors c'est cette stratégie d'attente, c'est-à-dire expectante, qui va guider toute sa politique. Au point de vue date, je voulais m'assurer des dates de ces différentes déclarations. Pardon, mille excuses. Oui, il rejette l'ultimatum allemand, qui le 16 juillet 1940, et c'est un passage très important de la stratégie de Pétain. Les Allemands demandent l'utilisation de 8 bases aériennes au Maroc et de la voie ferrée Tunis-Rabat, ainsi que la faculté d'user des ports d'Afrique du Nord. À quelle date, mon général? C'est l'ultimatum du 16 juillet 40. L'ultimatum du 16 juillet? Oui, du 16 juillet 40. C'est-à-dire Hitler s'est rendu compte qu'il a fait une connerie en nous accordant un armistice, qui le prive d'agir en Méditerranée, coupé notamment par Gibraltar, etc. Il demande donc des bases aériennes au Maroc, et puis, je répète, l'utilisation de la voie ferrée Tunis-Rabat. La réponse de Maréchal Pétain le 10 juillet est d'une noblesse extraordinaire. Et c'est sidérant vraiment qu'elle soit pas connue. Parce qu'elle montre d'une manière éclatante, précisément sa stratégie. Il pose dans sa réponse adressée le 18 juin à Hitler les bases de la stratégie défensive qui suivra jusqu'en novembre 1942. Il rejette les exigences allemandes et souligne qu'il reste résolu à appliquer loyalement la convention signée, mais tout aussi résolu à repousser sans écart aux conséquences de son refus toute condition qui ne serait pas compatible avec son honneur. Il souligne que la France, placée devant l'alternative dramatique de Mercel-Kébir, n'a pas hésité sur son devoir. Elle a mis au-dessus d'une longue confrérie d'armes le respect scrupuleux de la parole donnée à l'adversaire d'hier, et a scellé du sang de ses marins l'engagement qu'elle avait pris. Il fait allusion évidemment à Mercel-Kébir. Il ajoute, je répète solennellement qu'il en sera de même dans l'avenir, la France honorera sa signature. Sa déclaration marque donc la volonté de contenir l'Allemand sur les positions défensives définies par la Convention d'armistice, ce qui implique en retour que la France respectera les clauses de celle-ci, mais ne s'engagera pas au-delà. Et c'est ce qui va guider sa politique pour les affaires notamment de Dakar, de Syrie, que vous connaissez. Voilà, donc votre thèse, c'est que Pétain, en 1940 comme en 1917, a choisi la stratégie expectante. Il a choisi d'attendre que les Américains rentrent dans le jeu et finissent par développer leurs forces militaires pour écraser l'Allemagne. Mais ce qui est quand même curieux pour quelqu'un qui n'est pas historien, c'est que, semble-t-il, De Gaulle avait la même opinion sur l'arrivée des Américains dans la guerre, et sur le fait que les Américains finiraient par l'emporter. C'est ce qu'il a dit dans sa fameuse déclaration du 18 juin, qui n'était pas, son fameux appel, qui n'était pas, paraît-il, vraiment le 18 juin, mais peu importe. Comment se fait-il que De Gaulle, partant des mêmes prémices, soit arrivé à des conclusions aussi différentes, mon général? Il ne tenait pas compte de l'importance de l'Afrique du Nord. Les positions défensives de la France à l'époque, et de l'armée d'Afrique, à laquelle j'appartenais, comme d'ailleurs le colonel Michelet, il y avait un premier ligne de défense qui était la zone sud, quoique il n'y avait là que 80 000 hommes, 100 000 hommes qui étaient mal armés et qui ne pouvaient pas résister, comme ils l'ont montré le 11 novembre 1942, à toute attaque allemande. Mais derrière ce dispositif de première ligne, il y avait un bastion central qui était l'Afrique du Nord, qui devait servir par la suite de plateforme de départ des offensives américaines et alliées, françaises et anglaises, en Italie, puis ensuite le débarquement en Provence. Donc, c'est pour protéger ce territoire, l'Afrique du Nord, il fallait en même temps défendre les deux ailes qui étaient l'AOF, ce qui était fait au cours de l'affaire de Dakar, que vous connaissez, et ensuite aussi défendre la Syrie. Au moins montrer aux Allemands que nous tenions notre parole et qu'en conséquence, ils devaient compter sur nous pour défendre l'Afrique du Nord et ce qui leur interdisait eux-mêmes d'y venir. Ça a été la position essentielle que De Gaulle n'avait pas vue, puisqu'il voulait continuer la guerre, et si on avait continué la guerre, nous perdions l'Afrique du Nord. Et le plus fort, c'est que c'est l'Afrique du Nord qui lui a permis, à lui, en 1943, de prendre le pouvoir
parce que l'Afrique du Nord était enfin libérée par les Américains qui avaient débarqué le 8 novembre 1942. Mais alors, mon général, un argument qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent dans ce studio ni par vous, et qui pourtant, je crois, est un argument classique en faveur de l'armistice, c'est l'argument du bouclier, de la protection des populations. Et je le connais d'autant mieux que ma mère m'en a souvent parlé. Elle était gaulliste et pas du tout pétainiste, mais elle était obligée de reconnaître que dans la zone libre, dans la zone dite libre en tout cas, on vivait mieux et on vivait avec plus de confort, de liberté que dans la zone occupée, et que par conséquent, l'armistice a permis dans une certaine mesure, de préserver un minimum de qualité de vie de la population française, ce qui n'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que l'armistice a permis au gouvernement français de protéger au moins en partie la population. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument? L'argument dit du bouclier. Oui, c'est certain, mais le colonel Rémy a dit des choses essentielles là-dessus. Rémy, qui était d'ailleurs très maréchaliste, Rémy a fait partie de la DMP, notre association, quand elle a été créée par Weygand et par Hering. Alors c'est lui qui avait, le colonel Rémy, qui avait employé l'expression l'épée et le bouclier. L'épée, mais il était quand même. L'épée c'était De Gaulle, et le bouclier c'était Pétain, comme s'il y avait eu une entente secrète, au moins au début, entre De Gaulle et Pétain. Oui, malheureusement, enfin, c'est ce que nous pensions. L'armée d'Afrique, c'est ce que nous pensions, parce que c'était tellement logique. Mais c'était pas du tout la logique de Gaulle. Enfin, nous n'allons pas partir sur De Gaulle. Alors, nous parlons d'armistice et du rôle de Pétain. Comment il a exploité cet armistice. Oui, mais Philippe Conrad voudrait intervenir, mon général. Philippe Conrad, l'historien Philippe Conrad, qui est ici, voudrait intervenir. Bonjour, mon général. Ce qui avait valu au colonel Rémy, d'ailleurs, de se faire écarter du RPF, alors qu'il était une des grandes figures de la résistance. Oui, oui. Oui, parce qu'effectivement, l'orthodoxie gaulliste ou gaullienne a reposé sur la diabolisation du régime de Vichy. Sur l'opprobre jeté sans nuance sur le régime de Vichy qui paraissait la contrepartie de la légitimité que De Gaulle voulait s'attribuer. C'est ça, le faux appel du 18 juin qui est placardé sur tous les murs de France et de Navarre et sur les murs des édifices publics. À le culot, c'est la déclaration, le faux appel du 18 juin, puisqu'on a osé mettre 18 juin, c'est l'appel lancé par de Gaulle à Londres lorsqu'il dit la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernements de rencontre ont pu capituler, oubliant l'honneur et livrant le pays à servitude, ce qui est monumental. On n'a jamais. Oui, mais cet appel n'a peut-être pas été dit le 18 juin, mais il a quand même effectivement été lancé à la radio de Londres. Vous contestez l'authenticité de l'appel du 18 juin? Ah, pas du tout. Je conteste l'appel qui est affiché. Ah, le contenu. Oui, oui. Parce que le véritable appel, c'est un appel qui est beaucoup plus modéré, etc., où il n'y a pas d'injures, il n'y a pas le conflit gaulo-français n'a pas encore été... Ah, vous voulez dire qu'on a réécrit l'appel du 18 juin Oui, mon colonel, le colonel... Le véritable appel du 18 juin figure dans les mémoires de guerre sous la forme de facsimilé du brouillon. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de frappe. Il y a simplement un brouillon fait de la main du général de Gaulle lui-même. L'appel du 18 juin, je le connais par cœur, je l'ai cité dans mon bouquin, tout le monde le connaît. Alors allez, écoutez, rappelez-le quand même, si vous le savez par cœur, ça ne prend que 30 secondes. Des gouvernants, les chefs qui depuis de longues années sont à la tête de nos armées ont formé un gouvernement. Ce gouvernement s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été et nous sommes submergés par la force matérielle de l'adversaire, etc., etc., etc. Alors, dans cet appel du 18 juin, que je connaissais par cœur avant d'avoir 90 ans, il n'y a pas un seul mot de révolte, ni de rébellion, ni de protestation solennelle et sanglante. Il y a simplement une invitation à l'espoir, ce qui est une très bonne chose en soi. Alors, ça a paru sans doute insuffisant aux gens qui se sont gargarisés de l'appel du 18 juin pendant toute la guerre sans l'avoir jamais lu. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont été amenés à prendre pour appel du 18 juin un appel qui a été en réalité placardé dans les rues de Londres dans une période qui se situe entre le 14 juillet et le 31 juillet, placardé
placardé dans les rues de Londres, qui n'a jamais été lu ni débité à la radio, etc., et qui, lui, prend beaucoup plus nettement position, puisque le style est d'ailleurs beaucoup plus énergique et beaucoup plus combinatoire. Mon général, il faut donner la parole aux auditeurs. Alors vous pouvez rester en ligne si vous le souhaitez pour réagir aux questions des auditeurs, mais Nicole va lire les messages des auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, d'un auditeur, est-il exact qu'au procès de Nuremberg, certains militaires allemands, notamment Keitel et Göring, ont reconnu que l'armistice accordé à la France était une erreur stratégique grave et élément à échéance de la défaite allemande? Ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Je vous propose peut-être d'attendre que Nicole ait lu tous les messages. Oui. Monsieur Dreyfus et les éminents invités peuvent-ils parler de l'opération Félix, envisagée par l'Allemagne pour atteindre à travers l'Espagne l'Afrique du Nord? L'opération dont le général Franco a contribué à l'échec en exigeant d'Hitler des conditions telles qu'il ne pouvait les accepter. D'un auditeur, si le maréchal Pétain était resté sagement chez lui en Espagne en juin 40, la France aurait été probablement envahie totalement. Nous aurions eu un Gauleiter comme tous nos voisins et avec les conséquences que vous savez. Mais aujourd'hui, nous n'aurions pas la guerre franco-française. D'un auditeur, tiré des mémoires du maréchal Jourdan. L'ignorance où se trouvent les généraux quant à l'importance et au mouvement de l'ennemi rend le commandement des armées difficile. Ceux qui écrivent après, par la connaissance qu'ils en ont la critique facile. D'un auditeur, merci pour votre émission, vive la France et vive Radio Courtoisie. Très bien. D'un auditeur, que Radio Courtoisie soit à ce point politiquement correcte me rend perplexe. C'est quand même nous qui avons déclaré la guerre à Hitler. Quand on nous a parlé de l'occupation, il ne faut pas oublier que nous l'avons bien cherché. D'une auditrice, Pétain s'est incliné devant les Allemands le 17 juin et à Montoire, en serrant la main d'Hitler, il est venu réclamer une seconde raclée. D'un auditeur, en 1940, à la débâcle, l'armée française était composée de nombreux réservistes. Cette armée était totalement démoralisée. L'hiver 39-40 a été rude. Les chevaux réquisitionnés par l'armée pour tracter les canons mouraient de froid. Les canons étaient portés par des roues en bois cerclées de fer et sans bourbet. En Franche-Comté fut découverte tout à fait par hasard une réserve de canons montés, eux, sur pneus, mais sans culasse. La réserve de culasse fut découverte par les officiers quelques jours plus tard, stockée dans un hangar à quelques kilomètres de là. Enfin bref, superbe bazar. D'un auditeur, qui est le nouveau président de la DPM, de la DMP? Merci pour cette émission de réparation. D'un auditeur, comment expliquer qu'Hitler ait bridé l'invasion de la France? N'y a-t-il pas de raison psychologique profonde chez lui? Mon général, quel est le nouveau président de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain? Oui, notre comité directeur, qui était seul habilité à désigner un président, suite à ma propre démission, a nommé Hubert Massol. Hubert Massol, c'est ça. Hubert Massol, voilà. Voilà, qui est donc le nouveau président de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, voilà. ADMP. Et nous avons, je profite de cette émission pour rappeler que nous avons 2 sites internet qui permettent quand même de discuter, de présenter tous ces problèmes, parce que moi, sur ces affaires, j'ai écrit 3000 pages en 20 ans. Alors, ça m'est absolument difficile de présenter en quelques minutes et de répondre à des interventions qui sont en même temps des questions et des réponses. Non mais remarquez, les invités qui sont dans le studio vont le faire. Je voudrais d'abord quand même ajouter un commentaire, mon général. Une question d'un auditeur, c'est que cette émission n'est pas une émission de réparation, nous n'avons rien à réparer. Oui. Je tiens à le dire. Non. Radio Courtoisie est une radio plurale. Et chaque patron d'émission est libre d'inviter qui il veut, et de donner le point de vue qu'il veut. Donc oui, M. Jacques Bourdu a parfaitement le droit de donner son opinion quand il est invité par un patron d'émission, en l'occurrence le général Gallois qui avait préfacé son livre. Et toutes les tendances de la droite sont légitimement représentées à Radio Courtoisie. Il y a des gaullistes, il y en a d'autres qui sont moins gaullistes, et je rappelle toujours volontiers que Jean Ferret, notre cher Jean Ferret, le fondateur de la radio, qui était très anti-gaulliste, et plutôt assez maréchaliste à mon avis, je crois,
eh bien, était toujours enclin à donner la parole dans sa propre émission, comme je le fais aussi dans la mienne d'ailleurs, à des gens qui étaient gaullistes. Alors moi, je ne suis pas du tout aussi anti-gaulliste qu'il l'était. Je suis plutôt pour la théorie du colonel Rémy de l'épée et du bouclier. Voilà. J'en finis sur mon cas personnel. Et voilà. Merci, mon général. Et donc, vous pouvez encore une fois rester en ligne si vous le souhaitez. Comme ça, vous avez tout à fait raison. Vous savez, j'ai écouté évidemment l'émission Gallois-Bourdu. J'ai pensé après qu'il eût été intéressant de la part de M. Bourdu de rappeler qu'il était rentré à Polytechnique grâce au maréchal Pétain. Voilà, bon écoutez, pas de polémique s'il vous plaît, nous allons revenir dans le studio, et le colonel Michelet... L'armistice avait permis de maintenir les grandes écoles militaires, et notamment Polytechnique, et il est rentré en 43. Bon. Le colonel Michelet souhaiterait intervenir, donc nous revenons dans le studio, mon général. Si vous le souhaitez, alors encore une fois, vous pouvez rester en ligne, mais c'est comme vous le souhaitez. Hein, vous permettez que je continue quand même, parce que je n'ai pas pu parler vraiment de la stratégie expectante du maréchal. J'ai cité simplement... Oui, mais alors à ce moment-là, excusez-moi mon général, mais nous devons d'abord répondre aux questions, et je vous redonnerai la parole à ce moment dans 5 minutes, sur la stratégie expectante du maréchal. Alors, je voudrais que nous répondions aux questions des auditeurs, si tant est qu'elles appellent des réponses. Le colonel Michelet. Oui, Hitler a commis d'énormes erreurs. Il a commis une première erreur en choisissant l'option stratégique directe à travers la Manche. Et il a commis une deuxième erreur dans la foulée, qui est la conséquence de la première, c'est d'accorder un armistice à la France. Parce que s'il avait évité ces deux erreurs, il aurait gagné la guerre avant la fin de 1940. Je suis formel. Non, mais ce que vous dites, mon colonel, est très intéressant, parce que si vous avez raison, et j'ai tendance à penser que vous avez raison, c'est que cela veut dire que la France avait tout intérêt, je dis bien la France, avait tout intérêt à profiter de l'erreur que commettait Hitler. Disons qu'elle n'avait pas d'autre solution. Ah si, elle avait toujours la solution de refuser l'armistice, ça, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, une simple remarque en réponse à l'auditeur qui évoquait le moral de l'armée française en complète décrépitude pendant l'hiver 39-40, etc. Il faut quand même lui rappeler que la campagne de mai-juin 40, il y a eu 150 000 tués français, c'est-à-dire une proportion de pertes largement comparable aux périodes les plus dures de la guerre de 14, contrairement à une légende, n'est-ce pas, qui consiste à ridiculiser un peu cette armée française de 40. Eh bien, de très nombreux endroits, elle s'est battue très farouchement et très courageusement. Bravo. Alors, je voudrais juste nuancer ce que vous venez de dire. On se change refuse. Elle s'est très bien battue jusqu'au 10 juin 40. Après le 10 juin 40, c'est tout à fait différent, ce qui explique d'ailleurs l'évolution de la pensée du maréchal. Et ici, je pense que la situation a été aggravée par la double percée allemande vers la Normandie, sur la Somme, vers la Normandie, et sur l'Aisne, vers la Champagne et vers la Franche-Comté. Une petite nuance, professeur. Vous avez tout à fait raison en ce qui concerne les combats avec l'envahisseur allemand. En revanche, le 10 juin 40, c'est le moment où les Italiens vont entamer l'offensive que vous savez. Et cette armée des Alpes du général Olry, eh bien, je crois que c'est bien de lui rendre hommage aussi parce qu'elle s'est très bien battue au cours des journées suivantes. Moi aussi, je demande la permission de nuancer la pensée du professeur en disant ceci. Il y a eu 4 ou 5 cas caractéristiques de panique tout au début, c'est-à-dire exactement les 10 et 11 mai, et peut-être même le 12 mai, sur la Meuse, et après ça a été fini. Je ne dirais pas que tout est rentré dans l'ordre, parce que malheureusement nous étions sur la pente de la défaite, mais les troupes se sont correctement tenues après ces quelques épisodes de faiblesse. Et bien entendu, la situation est allée en se dégradant, ce qui donne raison au professeur Dreyfus. Oui, Dominique Paoli. Oui, alors, non, moi j'aimerais bien revenir sur l'aspect civil que vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure, Henri, mais est-ce que peut-être c'est un peu tôt, on peut peut-être, comme vous voulez, mais je pense que c'est un élément très important de cette affaire. Oui, non. Alors, j'aimerais bien revenir surtout sur le général Weygand. En fait, c'est quand même lui qui, au départ, dit il faut conclure un armistice. Il a convaincu Pétain de signer l'armistice. Je crois que le maréchal était vraiment convaincu qu'il fallait le faire. Hein. Dominique, vous me permettez une remarque. La première personne à parler d'armistice, c'est Paul Reynaud en mai 1940. Oui, mais seulement il a légèrement bifurqué par la suite. Oui, mais le 25 mai 40, Reynaud est favorable à l'armistice. Il faut rappeler que dans la guerre, l'armistice, c'est une solution normale qui s'impose lorsqu'on est en train de la perdre. D'autant que le général Weygand était lui-même
c'était lui qui, dans le wagon de Rotonde, en novembre 18, avait dicté les termes de l'armistice à l'Allemagne. Il est donc bien placé pour savoir ce que c'était qu'un armistice. Bon, en plus, je crois que dans les motivations de Weygand, il y avait d'abord le souci de faire partager à la classe politique toutes les responsabilités qu'elle avait dans la défaite. Car lui-même, depuis 1931, se battait pour le réarmement ou contre le désarmement, qui était la politique suivie par le gouvernement français. Donc lui, il était bien placé pour ça. Donc il voulait absolument que les politiques aussi paient leur tribut. Alors il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, je pense, un élément très important pour lui, c'est la peur de la guerre civile. Il souhaitait certainement garder des troupes, ne pas toutes les avoir dans une capitulation, mais garder des troupes qui lui permettaient de réprimer une guerre civile. Car il ne faut quand même pas oublier, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe Conrad, qu'il y avait l'exode qui touchait non seulement les Français, mais aussi les Belges d'ailleurs, et que la France était dans un état de désordre assez important, qu'il y avait les communistes qui était à l'affût, qui non seulement était à l'affût, mais faisait du sabotage. Et qui à l'époque s'entendait avec les Allemands, parce que c'était avant. C'était au moment du pacte germano-soviétique. Encore le pacte germano-soviétique. Donc tout ça faisait que le général Weygand était quand même, craintif. Enfin, il avait vraiment peur d'une guerre civile. Donc il lui fallait garder aussi des forces fraîches pour pouvoir réprimer une guerre civile. Et je crois que ça fait partie des très importantes résolutions cela de dit, Weygand. Permettez-moi de faire sur ce plan, et sous le contrôle du professeur Dreyfus, l'avocat du général de Gaulle, parce que l'attitude conciliante que de Gaulle a eue avec les communistes pendant très longtemps, et notamment à la Libération, tenait aussi à son souci d'éviter des troubles et peut-être une guerre civile, car les communistes étaient très puissants. Oui. Qu'en pensez-vous, mon général monsieur le professeur? Cher Henri, je ne suis pas encore général, je ne le serai jamais. Vous êtes entre le professeur, le général et le colonel, excusez-moi. Bien, je voudrais juste dire, vous avez parfaitement raison. Et il suffit de reprendre les rapports des missi dominici que De Gaulle envoie en fin août, début septembre 1944 à travers la France, pour se rendre compte qu'il y a un désordre abominable, la prise de pouvoir en fin de compte dans un certain nombre de départements du Sud. Car il faudrait bien distinguer le Nord, l'ancienne zone occupée, et la zone Sud. Dans l'ancienne zone occupée, c'est la ligne, là, il y a des forces britanniques, américaines, qui au besoin peuvent empêcher les communistes de jouer un rôle. Dans le Sud, il n'y a pas de troupes, il y a peu de troupes françaises, d'autant plus que les FFI, les FFI non communistes sont partis au front. Ils se sont engagés dans l'armée de l'âtre. Et les FFI communistes sont restés sur place. Les communistes pacifous sont restés en arrière. Voilà. Mon colonel. Un élément de plus dans l'attitude du général Weygand, c'est que, à la suite de la défaite de 70-71, les lois militaires votées par le Parlement français interdisaient, sous peine de mort, dans les cas les plus graves, ou de travaux forcés à perpétuité, etc., toute reddition de plateforme ou capitulation en race campagne. Donc parler de capitulation au général Weygand, qui connaissait ces textes, c'était une provocation, et il l'a pris comme tel. Oui, alors j'irai peut-être encore plus loin, c'est que précisément, il avait l'exemple de 70. Et 70, on le sait, c'est passé d'une façon catastrophique, puisque après la défaite de Sedan... 1870. Oui, 1870, la défaite de Sedan, le Second Empire s'effondre, la Troisième République est proclamée, et à ce moment-là, que font les nouveaux gouvernants? Ils disent, on continue la lutte. Et Dieu sait si ça a coûté cher à la France. Parce que ça a étalé quand même finalement. C'est un historique très intéressant. Mais oui, mais c'est très important. Le gouvernement de la Défense nationale a été en 1970, 71 a été une calamité en fait pour la France, parce que les conditions étaient les conditions de la paix ont été aggravées. Alors, étaient considérablement aggravées entre le mois de septembre 1870 et le mois de janvier 1871. Donc Gambetta est une calamité pour la France. Tout à fait. Et donc le général Weygand, qui avait d'ailleurs écrit en plus une superbe histoire de l'armée française et qui avait le souci de l'honneur de l'armée française. Donc on ne pouvait pas le taxer de vouloir être défaitiste, c'était pas ça. C'était quelqu'un qui avait vraiment le souci de l'honneur de l'armée française. Donc je pense qu'il a... Et alors, il faut quand même dire aussi une chose, c'est que le général Weygand, finalement, a été précisément
un des purs ennemis de l'Allemagne, et les Allemands n'ont eu de cesse que de le faire arrêter. Il s'est d'ailleurs retrouvé en captivité avec Paul Reynaud, bien sûr. Oui, à propos de cette époque et de ce contexte particulier, il faut rappeler un précédent que connaît bien le professeur Dreyfus, c'est celui de la Prusse de 1806, complètement écrasée, vaincue par les armées napoléoniennes, perdant la moitié de son territoire avec des conditions extrêmement difficiles. Or, ce précédent, cet exemple, eh bien, il est dans tous les esprits en 1940. Il y a un petit livre qui va remporter un énorme succès, qui est publié en 41, je crois, le relèvement de la Prusse après Iéna. On veut s'inspirer de cela, sachant qu'après 1806, il y aura 1813, la Prusse prenant la tête de la croisade de libération allemande contre les Français. Le maréchal répond à plusieurs reprises. Voilà. Et alors un thème très important, puisque c'est finalement la source même des problèmes entre l'Allemagne et la France. Alors, la stratégie expectante... Ça rebondit de guerre en guerre. Mon général, nous avons parlé un peu du général Weygand, mais la stratégie expectante, racontez-nous... Je vous remercie. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Paoli sur Weygand, qui est un homme que j'admire beaucoup et qui est admirable. Je vais passer par Weygand, donc pour revenir à la stratégie expectante. Weygand avait été désigné par le maréchal comme gouverneur de l'Afrique, n'est-ce pas? Et le maréchal connaissait l'esprit de revanche, la haine que Weygand pouvait porter aux Allemands, enfin la haine. L'animosité. L'animosité, indiscutablement, et son esprit de revanche, qu'il a d'ailleurs prouvé admirablement, comme le prouve la lettre de félicitations que l'a envoyée le président Roosevelt, quand en 1941, il a été malheureusement obligé de démissionner, de quitter son commandement sous la pression des Allemands. Mais en mars 42, il rencontre, Weygand rencontre 2 fois Pétain. Et à l'issue de leur entretien, il déclare le 9 avril 42 au pasteur Bugner. Ce texte est dans le livre de Philippe Bugner, intitulé Carnet du pasteur Bugner, 40-45. Il déclare au pasteur Bugner, le maréchal peut céder encore ici ou là, mais il ne cédera jamais sur l'essentiel. C'est-à-dire, pour lui, il trouve admirable le travail qui est fait par le maréchal pour résister aux Allemands. Alors en effet, le 23 juillet 41, j'en étais resté là, moi, de l'évocation des différentes phases de la stratégie expectante. Le 23 avril 41, Pétain s'adresse aux Saint-Cyriens des promotions amitié britannique, amitié franco-britannique et maréchal Pétain, ainsi qu'au Saint-Mexantais de la promotion Maginot, qui sont réunis à Aix-en-Provence, puisque les grandes écoles avaient quitté évidemment leur lieu habituel, et les Saint-Cyriens, de même le Saint-Mexantais, s'étaient retrouvés à Aix-en-Provence. Le livre d'or de la promotion maréchal Pétain rapporte, écoutez bien cela, parce que ça suffirait pour prouver qu'il n'y a jamais eu la moindre intention de maréchal Pétain de pouvoir coopérer d'une manière quelconque avec les Allemands, l'histoire de la main de Montoire, etc. Ce sont des fabulations abominables. Il dit aux Saint-Cyriens, c'est le livre d'or de la promotion maréchal Pétain qu'il rapporte. Ce livre d'or, vous pouvez le consulter à Côte-Quidan. Hein. Cette causerie, courte causerie sur la situation de la France et les événements de Syrie, l'œuvre de rénovation entreprise et le devoir de protection de notre empire colonial menacé par nos voisins. Puis il prie les journalistes de le laisser seul avec les élèves, comme un grand ancien avec ses jeunes. Tout change alors. Il affirme que les Allemands demeurent l'ennemi et que sa politique s'inspire de celle de la Prusse après Iéna, comme le rappelait tout à l'heure Philippe Conrad, à juste raison. Il évoque le traité de Tilsit qui la laisse humiliée et amoindrie, mais non pas brisée. Il rejette... Pardon. Je suis en train de mélanger mes notes. Bien, mon général. Oui. Nous allons devoir revenir dans le studio. Oui, si vous voulez. Je crois que vous avez bien donné l'essentiel de la stratégie expectante qui était celle
qui était celle surtout on envoie du maréchal Pétain, et nous allons prendre le relais dans le studio avec votre permission. Mais le couronnement, pardon, vous permettez juste une minute, si vous m'avez accordé au total 4 minutes. Le couronnement de sa stratégie, c'est quand le 8 novembre 42, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Écoutez, merci pour cette conclusion, mon général, et merci de votre intervention dans cette émission. Bonsoir. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, et nous recevons ce soir Philippe Conrad, François-Georges Dreyfus, Louis-Christian Michelet et Dominique Paoli. Et nous allons entendre le général Le Goignac. Alors, quelques questions. Les questions des auditeurs. D'un auditeur, Végan a déclaré à propos de De Gaulle, militaire mais non soldat, catholique mais non chrétien, imposteur sanguinaire dont on s'apercevra trop tard qu'il était surtout un imbécile. Je m'adresse aux invités. Non. C'est pas vrai. J'ai invoqué. Non, mais attends, dites-le dans le micro, si vous voulez. La première partie de la phrase est exacte et figure dans l'ouvrage du général Végan. Bon. La deuxième partie, je ne l'ai jamais lue nulle part. J'ai peur que ce que je suggère, c'est que vous preniez note et que vous répondiez à la fin, après la lecture des messages. D'un auditeur, n'oubliez pas ce fait peu connu. Pendant l'année 1940, avant l'occupation, nous avons pu mettre en sûreté nos 2800 tonnes d'or qui représentaient 92 milliards de francs de l'époque, soit 220 milliards de francs en 1999. D'un auditeur, pour avoir une idée de l'état de l'armée française en 1940, je suggère de relire le livre Les décombres de Lucien Rebattet. D'un auditeur. Il y avait eu un accord entre Hitler et l'Union soviétique qui n'a été rompu que lorsque les Russes ont envahi l'Allemagne. La proposition qui avait été faite par le général de Gaulle lorsqu'il était à Londres de créer une unité franco-anglaise. D'un auditeur, sans vouloir polémiquer, il convient de faire remarquer que l'homme qui prétendait continuer la guerre en 40 s'est totalement déculotté en 62 devant les 3000 hommes armés du FLN. Sans vouloir polémiquer, bien sûr. D'un auditeur, la libération de la France, ni sa rentrée dans la guerre, n'est l'affaire du général de Gaulle. L'affaire du général de Gaulle fut la confiscation de la résistance aux fins de sa prise de pouvoir. D'un auditeur. C'est un peu simpliste. Dans le gouvernement Pétain, le seul à avoir eu une vision claire de l'avenir dans la guerre était Jacques-Benoît Méchain. Il voulait une alliance avec l'Allemagne contre les Anglais et les Américains. Le maréchal Pétain, lui, n'avait pas de vision. D'un auditeur. J'écoute souvent les... Vous avez vu au passage que le point de vue collaborationniste s'exprime même à l'antenne de Radio Courtoisie. Nous sommes extrêmement variés. J'écoute souvent les radios francophones de Belgique qui, lorsqu'elles évoquent cette période, parlent de capitulation. C'est entièrement faux. Sur beaucoup de fronts, la France s'est bien battue. D'ailleurs, sur les routes de l'Exode, il n'y avait pas que des Français, il y avait aussi des Belges, des Hollandais, qui gardaient un souvenir épouvantable du comportement des officiers prussiens en 14. Ces choses sont peu connues, et c'est mon père qui était témoin de cet Exode qui me l'a raconté. Alors là, je ne sais pas si c'est un auditeur, c'est un fax. Vous avez parlé de l'Exode, 9 millions de Français sur les routes qui avaient quitté leur logement. Comme si c'était la seule initiative de chacun. Que non. Dès 1940, un livre, le crime des évacuations le démontre, et je le sais par ma propre famille. C'est le gouvernement Reynaud qui a organisé quantité d'évacuations vaines, par celles dont celle où travaillait mon père, qu'on avait ramené au front pour travailler à équiper l'armée française, comme toujours dramatiquement démunie. Tous les ouvriers et leurs familles ont été évacués sur la Loire, où ils devaient retrouver leurs machines-outils qui ne sont jamais arrivées. Après l'armistice, tout le monde a été ramené à Paris, mais cette fois, il fallait travailler sous le contrôle de l'occupant. Monsieur de Lesquen, merci de bien vouloir lire ce message. Au moment où s'engage une campagne large et destinée à encenser Madame Simone de Beauvoir, dossier dans le Nouvel Observateur et dans la quinzaine littéraire, colloques divers, émissions de France Culture, etc., il est bon de rappeler
un fait soigneusement occulté par les turiféraires de Sartre et Beauvoir. Madame de Beauvoir, grâce à l'intervention de Sartre, a travaillé pour Radio Vichy jusqu'en 1944. Émission culturelle. Elle a ainsi côtoyé Henriot, le Goebbels français. Henriot peut-être aussi, mais Henriot, pardon. Henriot, le Goebbels français, qui l'a payé de sa vie. Rappelons également que Sartre a fait jouer les mouches devant une salle où trônaient de nombreux officiers allemands. Sartre, l'humaniste, pour qui tout bon colon est colon mort, et Beauvoir n'avait pas de leçon de morale à donner. J'ajouterais à cette question d'observation d'un auditeur que Sartre, de plus, a emprunté sa philosophie à Heidegger, lequel Heidegger a quelques ennuis actuellement puisqu'on lui reproche son inclination pour Hitler. D'un auditeur aux éminents participants à l'émission, le maréchal Pétain avait en 40 en mémoire des décisions de l'état-major allemand en 18. L'état-major allemand exigea un armistice en novembre 18 pour éviter une catastrophe sur le front français. Une offensive décisive des maréchaux Foch et Pétain rendait plus urgent cet armistice accordé à l'Allemagne. Eh bien, le maréchal Pétain, hostile à cet armistice de 1918, qu'il considérait comme prématuré, appliqua la même règle d'armistice pour des combats futurs après l'arrivée des Américains. Voilà, alors je commence par Philippe Conrad, je lui propose de répondre. Quelques remarques à propos de certaines questions. L'un des auditeurs évoque Jacques Benoît Méchain. Je ne sais pas si c'est celui qui a le mieux analysé la situation pendant toute cette période. Apparemment, les événements lui ont pas vraiment donné raison. Ça me rappelle une anecdote qu'il m'avait racontée lui-même. Il était allé à Berchtesgaden avec l'amiral Darlan en 1941, et là, il avait eu vent des préparatifs de l'offensive allemande contre l'URSS. Car je rappelle à un autre de nos auditeurs que c'est bien sûr l'Allemagne qui a attaqué la Russie le 22 juin 41 et non pas l'inverse. Alors Benoît Méchain est rentré à Vichy tout feu tout flamme, pensant que la géopolitique européenne était en train de se bouleverser complètement. Il a demandé une audience au maréchal en lui faisant valoir qu'il fallait maintenant sortir de cette espèce d'attentisme dans lequel celui-ci s'était installé depuis 1940. D'expectation. Oui, voilà. pour s'engager clairement, n'est-ce pas, pour la nouvelle Europe à laquelle croyait à l'époque Benoît Méchain. Et le maréchal l'a laissé parler, puis au bout d'un certain temps, lui a expliqué qu'il avait rendez-vous avec les confiseurs de Vichy et que ces gens-là étaient bien du mérite et qu'il fallait absolument qu'il aille les voir rapidement. C'était une manière, n'est-ce pas, d'éconduire le tout feu tout flamme Benoît Méchain. Alors, d'autre part, ce qu'a dit un auditeur aussi concernant 1918, ça je confirme tout à fait, puisque en novembre 1918, la guerre s'est arrêtée comme chacun sait le 11 novembre. Or, le 15, une très grande offensive franco-américaine était prévue dans l'est de la France avec comme objectif le Rhin, Cologne au final, et tout laisse à penser que cette offensive aurait effectivement abouti à un effondrement militaire sans appel et clairement significatif de l'Allemagne, alors qu'on sait comment les conditions dans lesquelles l'armistice a été obtenu par les Allemands ont permis ensuite aux Allemands de populariser la légende du coup de poignard dans le dos et de faire valoir que c'est cette toute jeune République de Weimar qui était responsable en fait de la défaite, ce qui ne correspondait pas à la réalité, puisque nous savons que si la guerre avait continué encore quelques semaines, l'effondrement militaire allemand était de toute manière inéluctable. Professeur Dreyfus. Je voudrais d'abord revenir sur Benoît Méchain et aller un peu au-delà. Au mois de juin 1941, l'amiral Darlan a signé un accord avec le gouvernement allemand, enfin plus exactement avec M. Otto Abetz. Et cet accord a engagé en fin de compte la France dans la guerre quasiment, puisqu'il s'agissait de mettre Bizerte à la disposition de l'Africa Corps. Et le maréchal Pétain a fait en sorte qu'en Conseil des ministres, l'amiral Darlan soit désavoué. Je crois que ce n'est pas négligeable pour bien montrer justement que le maréchal a eu, bon, reprenons la formule, moi j'approuve d'ailleurs, d'abord la formule du maréchal lui-même, cette stratégie expectante, eh bien, elle est le fondement. Le seul problème, c'est que là-dessus, on le sait, beaucoup moins d'accord, c'est que je pense que le 8 novembre 1942, eh bien, le maréchal aurait dû partir en Afrique du Nord. En 1942. Oui, en 1942. Là, nous avons parlé de 1940. Oui, non, on va faire une autre émission sur 1942. Oui, mais parce que le général a terminé sur le 8 novembre 1942. Oui, voilà. Donc, le 1942, c'est un autre sujet. Oui, alors, tout à fait. moi, j'aimerais bien revenir sur une question d'auditeur ou d'auditrice qui concerne les rapports entre De Gaulle et Weygand. Bon, il est certain qu'ils avaient
peu d'amitié l'un pour l'autre. Néanmoins, et je voudrais souligner, là c'est 41, pardon, on déborde de 40, je voudrais quand même souligner l'action du général Weygand en Afrique du Nord, préparant le terrain pour les Alliés. Grâce à une sorte de résistance passive, il est allé jusqu'au bout de ce que la légalité lui permettait de faire. Au-delà de la légalité, oui. Dominique. Bon, mettons au-delà si vous le souhaitez. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait pour préparer le terrain. Mais pendant qu'il était en Afrique du Nord, De Gaulle lui a envoyé quelqu'un. Ça m'a été confirmé par feu Pierre Messmer. Et à ce moment-là, on est venu le solliciter, un envoyé est venu le solliciter pour lui demander de rejoindre De Gaulle à Londres. C'est-à-dire que quand même, pour De Gaulle, il comptait. Et Weygand, on connaît son caractère légèrement tranchant par moments. Il pouvait être le plus délicieux des hommes, mais aussi le plus tranchant. Et il lui a dit, vous avez quelques heures pour quitter le territoire français, le territoire algérien, et sinon, vous serez aux arrêts. Voilà ce qu'a répondu Weygand. Vous considérez peut-être que De Gaulle n'était pas assez gradé pour lui donner des instructions. Peut-être. Je voudrais que le colonel Michelet puisse répondre peut-être à des questions, mais aussi reprendre son analyse sur les conditions de l'armistice. Alors, ce que je souhaiterais ajouter, depuis le temps que j'entends dire que si on avait continué la guerre en Afrique du Nord, ça aurait mené quelque part. Je l'ai entendu soutenu même par des généraux. Alors je me suis donné la peine de passer quelques villégiatures au service historique des armées, et j'ai fait une étude complète, absolument méthodique. En Afrique du Nord, la mobilisation de 1939 avait abouti à 14 divisions. Sur ces 14, il y en a 6 qui ont été prélevées pour être envoyées au front nord-est et au front et en Syrie. Il en restait donc 8. Mais sur ces 8, en mai-juin 40, sur les 8 divisions qui restaient, et dont j'ai les numéros, les effectifs, les commandants, etc., tout est clair dans mon esprit et sur mes papiers. Sur ces 8 divisions, il y en avait 2 seulement qui méritaient réellement le nom de division. Les autres n'étaient que des petits paquets d'unités disparates, endivisionnées pour la forme. C'était une esbrouffe en quelque sorte, car elles n'avaient aucun moyen de transport, donc impossibilité de bouger, impossibilité de manœuvrer. C'était des ensembles strictement statiques, dits de protection statique. Alors elles avaient des numéros de division bien sûr, mais ça ne veut rien dire du tout. Alors, les réserves de carburant, les avions, 700 à 800 appareils ont réussi à traverser la Méditerranée et sont arrivés en Afrique du Nord. Mais les réserves de carburant étaient très réduites, les stocks de bombes étaient très faibles, une centaine de bombes de 250 kilos, il n'existait pas de bandes de mitrailleuses, ou s'il y avait bien quelques cartouches de mitrailleuses, il manquait les maillons métalliques pour constituer des bandes. Il manquait totalement. Les moyens au sol de commandement, transmission, guidage, contrôle, défense aérienne et terrestre, entretien et réparation étaient très incomplets, ayant fait l'objet, tout comme l'armée de terre, de prélèvements incessants depuis septembre 1939. Donc il n'y avait pas grand-chose qui vaille en Afrique du Nord. Restait à savoir si on aurait pu rapatrier des éléments de la métropole. Il y a une chose absolument certaine, c'est que militairement, on ne peut pas simultanément mener une bataille coordonnée et en même temps prélever des éléments pour leur faire traverser la mer. C'est totalement impraticable et ça mène à des désordres tragiques la plupart du temps. Alors, quant à la marine, il y avait certes des forces imposantes, surtout à Mers-el-Kébir, Dunkerque, Strasbourg, Provence, Bretagne, etc., mais aussi à Casablanca et à Bizerte. Mais en 1940, aucune force navale, si redoutable fût-elle, ne pouvait se passer de la supériorité aérienne, ni braver celle de l'ennemi. Quand on nous parle de puissance navale à cette date-là, il faut faire très attention, nous sommes très près de la date à laquelle les Japonais ont coulé, en 2 temps et 3 mouvements, le Prince of Wales et le Repulse au large des côtes thaïlandaises, et uniquement avec de l'aviation et avec du renseignement. Vous me permettez de vous interrompre, mon colonel ? La meilleure preuve, c'est ce qui se passe avant la guerre avec les Japonais, au moment de la bataille de Crète. L'escadre britannique de la Méditerranée est quasiment détruite par la Luftwaffe
après la bataille de Crète, qui a permis aux para-allemands d'occuper cette île où il y avait 2 divisions britanniques. Et le grand problème qu'on peut d'ailleurs se poser, c'est pourquoi les Allemands n'ont pas continué de la Crète vers Chypre. Parce que, je veux vous répondre, professeur, la bataille de Crète a été considérée des 2 côtés comme ayant eu pour conséquence des pertes intolérables. Vous avez parlé des pertes maritimes anglaises, c'est parfaitement vrai. C'était surtout sensible en matière, dans le domaine des destroyers, c'est ce qui manquait le plus cruellement pour l'escorte des convois. Donc pour les Britanniques c'est une catastrophe, mais pour les Allemands également, car ils ont perdu 4000 parachutistes tués sur une vingtaine de milliers, et Hitler a convoqué le général Student et lui a dit, quelle que soit la durée de la guerre, moi vivant, il n'y aura plus d'opération parachutiste, ni aéroportée d'ailleurs. Alors, les Anglais, à la dernière seconde, où Churchill lui-même a eu peur que les Allemands, ayant conquis la Crète, fassent le saut suivant sur Damas. Et c'est la raison, hélas, de la tragique guerre de juin-juillet 41 au Liban et en Syrie. Mais malheureusement, cette hypothèse était tout à fait insoutenable, parce que, pour cette raison que je viens de dire, les Allemands avaient perdu la totalité de leurs planeurs, une bonne partie de leur transport et une bonne partie de leurs parachutistes entraînés. Est-ce que je puis poursuivre sur mon sujet préalable? Oui, alors, je crois que vous avez fait un ouvrage. Est-ce que vous pourriez donner le titre de cet ouvrage? Oui, on souhaiterait avoir tous les renseignements concernant votre ouvrage. Mon premier ouvrage s'appelle La revanche de l'armée d'Afrique. Il est chez Godefroy de Bouillon, 40 rue de la Croix-d'Hiver. Et c'est un ouvrage, j'ai essayé de faire un travail d'historien avec des références très consistantes et très sérieuses. J'ai un deuxième ouvrage qui est beaucoup plus autobiographique et qui s'appelle La flamme de la revanche, et où je relate mes aventures de jeune officier de 39 à 45. J'en profite pour demander au professeur Dreyfus et à notre ami Philippe Conrad de rappeler les références de leurs ouvrages. Alors, il y a Histoire de Vichy, éditeur chez Bernard de Fallois, et Histoire de la Résistance chez Bernard de Fallois. Philippe Conrad, le Pétain aux éditions Chroniques. Aux éditions Chroniques. Alors Chronique, c'est avec non, c'est sans S. Édition Chronique. Sans S, oui. Oui, alors l'éditeur pour le deuxième livre, La flamme de la revanche, c'est Godefroy de Bouillon aussi. Également Godefroy de Bouillon. Oui. Bien, je vous rends la parole, mon colonel. Il nous reste 2 minutes. Hein. Excusez-moi, mais l'heure tourne et nous arrivons à la fin de cette première partie. Et donc, il nous reste que 2 minutes pour conclure. Alors moi je conclus que l'opération défense en Afrique du Nord était rigoureusement impossible et grosse de conséquences catastrophiques. Bien. Alors pour conclure, la conclusion doit aussi porter à mon avis sur l'hypothèse gaulliste que j'appellerais l'hypothèse gaulliste. C'est-à-dire alors ça ce sont des spéculations, mais est-ce que la position de la France dans la coalition qui a fini par vaincre aurait été meilleure si la France n'avait pas passé l'armistice, mais avait purement et simplement capitulé et si le gouvernement français s'était replié, que sais-je, à Madagascar ou ailleurs, est-ce que nous aurions eu une meilleure position, une influence plus forte dans la Sûrement pas en 1940, parce que la guerre aurait été rapidement perdue par les anglo-saxons, avec les quelques soldats français qui restaient. Mais en 1942, incontestablement, c'est ma position depuis toujours, si le maréchal était parti, notre position face aux Alliés aurait été totalement différente. Alors j'ai tendance à ajouter un mot, je crois, et j'ai tiré cette conclusion de la lecture de Lidl-Hart, son grand livre sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, que l'histoire a vraiment basculé en décembre 1941. Parce qu'en décembre 1941, à la suite du retard de l'opération Barberousse, dû au fait que Hitler a envoyé des troupes dans les Balkans pour sauver Mussolini, pour sauver l'armée de Mussolini, dû au fait que l'hiver russe cette année-là a été terrible et est arrivé plus tôt et il a été beaucoup plus froid, eh bien l'armée allemande n'a pas pu prendre Moscou et elle s'est enlisée dans des conditions absolument terribles sur le front russe. Donc
alors que Hitler voulait conclure la guerre contre la Russie, l'URSS, en 1941, il n'y est pas parvenu. Et décembre 1941, c'est aussi Pearl Harbor, et c'est donc l'engagement des États-Unis dans la guerre. Avant décembre 1941, il est facile de refaire l'histoire après coup, mais je ne crois pas que la guerre était vraiment jouée avant décembre 1941. Je pense qu'une de nos grandes chances, ça a été qu'Hitler se croit plus fort que Napoléon. Eh oui. Et oui, pour la Russie, j'entends. C'est le mot de la fin, Nicole. De manière générale, pour revenir à 1940, il est bon de rappeler très rapidement le contexte géopolitique du moment. L'URSS alliée de fait de Hitler, l'Angleterre vaincue totalement sur la défensive, l'Amérique de l'époque totalement isolationniste, une Italie n'est-ce pas, qui est prête à bondir sur les colonies françaises qui visent la Tunisie, voire la Corse et la Savoie. Dans ces conditions, il était évidemment très difficile de poursuivre une lutte à l'issue de laquelle les conditions risquaient d'être évidemment beaucoup plus dures que celles de l'armistice. D'accord avec vous, cher ami. Et on pouvait rappeler que l'Espagne également était censée, plus proche de Hitler, avoir des ambitions sur le Maroc. Tout à fait. Et l'opération Félix dont on parlait tout à l'heure, ce serait peut-être posé d'une manière différente si l'Allemagne avait gagné la bataille d'Angleterre. Et oui, l'Espagne sortait d'une guerre civile où c'était ce que les républicains considéraient comme des fascistes qui l'avaient emporté. Voilà, alors un mot de conclusion, il nous reste 2 minutes. Mon colonel, vous voulez ajouter un mot? Mais Pour moi, un mot seulement. C'est ma conclusion à moi, l'immense majorité des contre-vérités que nous avons entendues depuis 1940 sur l'armistice sont fondées sur une mauvaise estimation de la situation stratégique et de son évolution probable, ainsi que des différents potentiels militaires et de leur évolution possible. François-Georges Dreyfus, est-ce que vous... Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire le colonel. Je utiliserai peut-être un autre mot, c'est la situation géopolitique du monde occidental. Disons le 15 juin 1940, il était évident qu'il fallait que la France signe l'armistice. Bien. Alors, chers amis auditeurs, nous arrivons à la fin de cette partie. Nous avons finalement élaboré une conclusion. Nous ne prétendons pas trancher de questions historiques difficiles, mais je pense que nous vous avons apporté des éléments importants de réflexion. Vous pouvez d'ailleurs poursuivre cette réflexion en lisant les ouvrages de nos éminents invités, et je voudrais les remercier. Donc je remercie le colonel Louis-Christian Michelet, le professeur François-Georges Dreyfus, Dominique Paoli, Philippe Conrad et le général Le Gouanec de leur participation à cette première partie de notre libre journal. Merci, chers amis.